Je m'appelle Jeanne. J'ai 72 ans. Je vis depuis toujours à Montpellier, dans la maison que j'ai construite avec mon mari, Gérard. 45 ans de mariage. 45 ans à bâtir pierre après pierre ce petit coin de paix, avec son jardin de rosiers et sa vieille table en chêne où se sont déroulés tous les repas de famille. Depuis que Gérard est parti, il y a 2 ans, je continue d'y vivre seule, mais pas malheureuse. Je lis, je fais mes promenades, je vais à la messe du dimanche et je vois mes voisines pour le café. Une routine tranquille. J'ai 3 enfants. Robert, l'aîné, 48 ans, toujours sérieux, rigide, le genre à tout vouloir contrôler. Marianne, 45 ans, douce, mais trop émotive, persuadée que tout le monde a besoin de son aide. Et Lucas, 42 ans, mon petit dernier, toujours prêt à plaisanter, mais souvent absent. Je les aime, évidemment. Mais ces derniers temps, quelque chose avait changé dans leur regard. Tout a commencé par des attentions exagérées. Robert débarquait sans prévenir pour vérifier si j'avais bien pris mes médicaments. Marianne m'appelait 3 fois par jour. « Maman, tu as mangé? Tu as bien fermé le gaz ?» Et Lucas, lui, il avait installé une caméra dans mon salon, pour ma sécurité. Ma sécurité. Voilà le mot qu'ils utilisaient pour tout justifier. Je me sentais observée dans ma propre maison. Un jeudi après-midi, ils sont arrivés tous les 3 ensemble. Rien que ça, c'était suspect. Ils ne se coordonnaient jamais pour venir. Je les ai trouvés assis sur le canapé, le même sur lequel j'avais brodé les coussins moi-même. Robert tenait une chemise pleine de papier. « Maman, » a-t-il commencé d'une voix solennelle, « on a beaucoup réfléchi. On pense que tu ne peux plus rester seule. » Je n'ai pas eu le temps de répondre. Marianne a ajouté avec un ton de douceur forcée « On a trouvé un endroit parfait pour toi, un EHPAD magnifique à la périphérie de Montpellier. Il s'appelle les Tilleuls. Il y a un jardin, des activités, du personnel qualifié. Tu verras, tu seras bien là-bas. »« Et ma maison ?» ai-je demandé, déjà méfiante. « Ne t'inquiète pas, maman, tout est prévu, » répondit Robert. L'entrée est prévue samedi matin. Samedi? Nous étions jeudi. 2 jours. Tout était décidé. Tout signé. Sans moi. Je suis restée immobile, les mains serrées sur mes genoux. Je sentais ma gorge se nouer, mais aucune larme n'est sortie. Je ne voulais pas leur donner ce plaisir. Je me suis levée calmement pour préparer du café. En versant l'eau bouillante, j'ai entendu leur voix étouffée dans le salon. Je me suis approchée discrètement. « 2 mois, dit Lucas. En 2 mois, la mise sous tutelle sera validée et on pourra mettre la maison en vente. »« Tu as vu avec le notaire ?» demanda Robert. « Oui, le terrain est bien coté. Ça fera environ 400 000 € chacun. »« Et maman, elle ira où après ?» murmura Marianne. « On verra plus tard. Peut-être qu'elle restera là-bas. Beaucoup de résidents y finissent leur vie, non ?» Leurs rires étouffés ont traversé la cloison comme un coup de poignard. J'ai compris alors que leur décision n'avait rien à voir avec ma sécurité. Ils voulaient ma maison, mon passé, tout ce que Gérard et moi avions construit. J'ai repris mon plateau de café, le sourire figé. Je me suis assise face à eux, les ai servis poliment, puis j'ai dit d'une voix tranquille « Très bien, si vous pensez que c'est mieux ainsi, je vais y aller. » Ils m'ont regardé, surpris. Robert a soufflé, soulagé. « Tu verras, maman, c'est un endroit formidable. »« J'en suis sûre, » ai-je répondu. Mais au fond de moi, tout était clair. Ils croyaient m'écarter. Moi, je préparais déjà ma revanche. Pas une vengeance bruyante, non. Une revanche intelligente. J'allais y aller, oui, mais j'allais ouvrir les yeux, écouter, observer. Et un jour, ils comprendraient qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. C'était un samedi matin de fin d'été. Le ciel de Montpellier était clair, presque indifférent à ce qui m'arrivait. Robert conduisait, Marianne me parlait sans arrêt pour éviter les silences, et Lucas prenait des photos du jardin de ma maison, comme pour la figer avant de la vendre. Quand nous sommes arrivés devant l'EHPAD Les Tilleuls, j'ai eu un frisson.
Le bâtiment était grand, beige, impersonnel, avec des fenêtres toutes identiques. À l'entrée, une odeur d'antiseptique mélangée à celle d'un parfum artificiel essayait de masquer la tristesse du lieu. Une aide-soignante m'a accueilli avec un sourire mécanique. « Bienvenue, Madame Jeanne. Suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. » La chambre, à peine 9 mètres carrés, un lit simple qui grinçait, un petit bureau, un placard métallique, une fenêtre donnant sur le parking. Aucune trace de ce « jardin fleuri » dont Marianne m'avait parlé. Pendant qu'ils rangèrent mes affaires, mes enfants discutaient avec la direction. J'entendais des mots comme contrat de séjour, formulaire médical, assurance. Tout était administratif, froid. « On viendra te voir dimanche », dit Lucas en m'embrassant rapidement. « Oui, dimanche », confirma Marianne. « Tu verras, tu vas te faire des amis ici. » Ils sont partis dans un brouhaha de promesses. Le dimanche est venu, personne n'est venu. La première semaine a été interminable. Le matin, réveil obligatoire à 7 heures. Petit déjeuner à 8 heures, identique chaque jour. Café tiède, biscotte, compote. À 9 heures, toilette accompagnée, même si on pouvait se débrouiller seul. À midi pile, déjeuner sans saveur. À 18 heures, dîner déjà servi, comme si la nuit tombait à l'intérieur plus vite qu'ailleurs. Les activités, de simples puzzles sur une table dans la salle commune. Le kiné, vu une seule fois. Les dossiers médicaux, bâclés, survolés. L'infirmière de garde m'a administré un médicament que je ne connaissais pas. C'est le même que celui que vous preniez avant, m'a-t-elle dit. Mais la boîte était différente. J'ai commencé à observer en silence. Les semaines passaient, et les promesses de visite devenaient des excuses. Robert m'a envoyé un message. « En déplacement, je t'appelle demain. » Marianne m'a dit qu'elle avait un problème avec la voiture. Lucas n'a plus répondu. Un après-midi, dans la salle commune, j'ai rencontré Michel, un homme maigre, les cheveux blancs, toujours assis près de la fenêtre. Ancien professeur de mathématiques, il comptait les voitures sur le parking pour tuer le temps. Mes enfants m'ont mis ici quand ma belle-fille a dit qu'elle ne voulait pas d'un vieil homme à la maison. Je ne les ai plus revus depuis Noël. Il m'a regardé longuement, puis a ajouté « Faites attention ici, Madame Jeanne. Ce qu'on nous donne à avaler n'est pas toujours ce qu'on croit. » Le lendemain, j'ai fait la connaissance de Carmen, 78 ans, une ancienne infirmière. Petite, vive, avec un regard d'une lucidité rare. Elle m'a soufflé discrètement « Surveillez vos pilules. Parfois, ils changent les boîtes pour économiser. Les génériques sont mal dosés et certaines dates sont dépassées. » Ces mots m'ont glacé. Quelques semaines plus tard, un grand changement. Le docteur Auguste, directeur de l'établissement, a pris sa retraite. À sa place est arrivé le docteur Valdir, costume impeccable, sourire faux. En 2 semaines, il a renvoyé plusieurs soignants expérimentés. « Trop cher », a murmuré Carmen. Il veut des jeunes qui obéissent sans discuter. Les nouvelles recrues étaient différentes. Bruna, une aide brutale, parlait aux résidents comme à des enfants. « Allez, debout, on n'a pas que ça à faire !» Et Diego, un jeune homme toujours sur son téléphone, laissait les appels d'urgence sans réponse. Un soir, j'étais dans le couloir quand j'ai entendu des pleurs. J'ai reconnu la voix de Madame Azira, une résidente atteinte d'Alzheimer. En ouvrant légèrement la porte, j'ai vu Bruna lui arracher les draps. « Tu as encore fait pipi au lit, tu le fais exprès. Tu crois que j'ai que ça à faire ?» Madame Azira tremblait, confuse, les yeux remplis de larmes. Bruna l'a poussée contre le lit avant de sortir, furieuse. Je suis restée figée, la main sur la poignée. J'avais envie de crier. Mais je savais que si je le faisais, il me collerait une étiquette, vieille pénible, parano, sénile. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai pris un petit carnet que j'avais caché dans ma table de nuit, et j'ai écrit « Date, mardi, 17 heures. Bruna, maltraitance envers Madame Azira. A crié, tiré les draps, humilié la patiente. » Pour la première fois, j'avais la preuve d'un geste inacceptable. Ce jour-là, je me suis promis une chose, je noterai tout. Les dates, les heures, les noms, les faits. Parce que si personne ne voulait voir ce qui se passait ici, alors ce serait à moi de leur ouvrir les yeux. Depuis le soir où j'ai noté la première scène de maltraitance, mon petit carnet est devenu mon arme la plus précieuse.
Chaque jour, j'y écrivais discrètement. Les horaires des repas, les absences du personnel, les médicaments distribués sans explication. J'avais peur qu'on le découvre, mais plus peur encore que tout cela reste sans trace. Carmen m'a très vite rejointe dans cette mission clandestine. Ancienne infirmière, elle connaissait les protocoles, les doses, les signes de négligence. « Si tu veux que ça serve à quelque chose, Jeanne, il faut être précise. Note les heures, les noms, les numéros de chambre. Et surtout, n'exagère rien. Les faits parlent d'eux-mêmes. » Michel, lui, notait les détails qu'on oublie souvent. Les jours où la sonnette d'appel restait sans réponse, quand la soupe était servie froide ou quand le médecin ne passait pas du tout. Nous étions devenus une petite équipe de résistants silencieux. 3 vieux invisibles aux yeux du monde, mais plus lucides que jamais. C'est à ce moment-là qu'est arrivée Camille, une jeune aide-soignante de 23 ans. Elle était nouvelle, maladroite parfois, mais avec un regard sincère. Un matin, je l'ai surprise en train de lire des fiches pendant sa pause. « Tu étudies ?» Elle a rougi. « Oui, Madame Jeanne. J'essaie de passer mon diplôme d'infirmière. Mais ici, ce n'est pas l'endroit pour apprendre les bonnes pratiques. » Je l'ai observée un moment. Elle me rappelait moi, à 20 ans, pleine d'énergie et d'espoir. Peu à peu, elle est devenue notre alliée. C'est elle qui m'a ouvert les yeux sur la véritable ampleur des fraudes. Un jour, elle m'a glissé un mot pendant le repas. Venez dans le local de stockage après le déjeuner, discrètement. Là-bas, elle m'a montré des cartons de médicaments. Sur certaines boîtes, les dates étaient effacées à moitié. D'autres portèrent des étiquettes différentes, collées par-dessus l'original. « Regardez », m'a-t-elle dit, « ce sont des génériques bas de gamme. Mais sur les factures envoyées aux familles, ce sont les marques qui apparaissent. J'ai vu les montants. Le prix est triplé. Je suis restée bouche bée. Et ce n'était pas tout. Camille a ouvert un frigo du fond. Les aliments viennent d'un fournisseur low cost. Certains produits sont déjà à la limite de la date de péremption. Elle a sorti une barquette de poisson à l'odeur suspecte. Et pourtant, la direction facture des menus préparés par une diététicienne. Les activités, facturées aussi. Il y a même un budget pour la kinésithérapie 3 fois par semaine, ajouta-t-elle. Mais la kiné n'est pas venue depuis 1 mois. J'ai commencé à comprendre que les maltraitances physiques n'étaient qu'une partie du problème. Le reste était une machine à argent parfaitement huilée. Quelques jours plus tard, Michel a réussi à voir un relevé laissé sur le bureau d'une secrétaire. « Regarde ça », m'a-t-il chuchoté. « Les familles payent maintenant 8 500 € par mois. » J'ai cru mal entendre. « Combien ?» 8 500. Et il y a 6 mois, c'était à peine 2 800. Tout a explosé depuis que le docteur Valdir est arrivé. J'ai voulu en parler à mes enfants. J'ai pris mon téléphone un soir, le cœur battant. Robert n'a pas répondu. J'ai laissé un message. Rien. Marianne m'a envoyé un petit cœur, sans un mot. Lucas, silence complet. J'ai compris. Je ne pouvais plus compter sur eux. Alors, j'ai élaboré un plan. Avec Carmen et Michel, nous avons décidé de catégoriser les preuves. Maltraitance, insultes, violences, humiliation, fraude financière, factures truquées, médicaments falsifiés, violation des droits, absence de soins, nourriture impropre, abus de faiblesse. Chaque soir, j'écrivais, je datais, je rangeais soigneusement. Et chaque semaine, Carmen copiait mes notes sur des feuilles séparées qu'elle cachait dans une couverture de revue médicale. Michel, lui, gardait une clé USB dans le double fond de sa boîte à lunettes avec nos relevés et les photos qu'il avait pu prendre discrètement. Petit à petit, les tilleuls devenaient un champ de bataille silencieux. On souriait aux soignants, on disait merci, on jouait le jeu. Mais derrière nos airs résignés, on préparait une riposte. Parce que si la justice ne venait pas jusqu'à nous, nous allions l'appeler nous-mêmes. Et ce jour-là, personne ne pourrait prétendre qu'il ne savait pas. Le matin où tout a basculé, l'air semblait plus lourd que d'habitude. Le couloir sentait le désinfectant et la peur. Camille est entrée dans ma chambre, le visage pâle, les mains tremblantes. « Jeanne, il s'est passé quelque chose de grave. » Elle venait de sortir du bureau médical où le docteur Valdir avait préparé de nouvelles ordonnances. Une des résidentes, Madame Eulalie, diabétique depuis 20 ans, devait recevoir un médicament auquel elle était allergique. « Je lui ai dit que c'était dangereux », m'expliqua Camille. «
C'est écrit dans son dossier, noir sur blanc. Il m'a crié dessus devant tout le monde. Je la voyais encore trembler en racontant la scène. « C'est moi le médecin ici, pas vous !» qu'il m'a hurlé. « Si vous contestez encore mes décisions, vous êtes viré. » Ce jour-là, j'ai compris qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Les tilleuls n'étaient plus un simple lieu de négligence, c'était devenu une machine criminelle. Le soir, j'ai réuni Carmen et Michel dans ma chambre. « Il faut qu'on agisse maintenant, » ai-je dit. « Si on attend, quelqu'un va mourir ici. » Carmen a hoché la tête. « Il faut transmettre nos preuves au parquet de Montpellier et à l'ARS Occitanie. Ils ont une cellule spéciale pour les contrôles sanitaires et sociaux. » Camille, encore bouleversée, a levé les yeux. « Je connais une adresse mail sécurisée pour les signalements anonymes. On pourrait envoyer tout le dossier de cette façon. » Alors, pendant plusieurs jours, nous avons travaillé comme des fourmis. Camille nous a apporté des copies des documents administratifs, des fiches de soins falsifiées, des factures mensuelles exagérées. Michel a réussi à enregistrer les ordres de rationnement donnés par Valdir. Réduisez les portions, les vieux gaspillent la nourriture. Carmen, de son côté, a filmé discrètement les repas avariés et les boîtes de médicaments périmés dans le placard de stockage. Le soir, ma chambre se transformait en un véritable bureau d'enquête. Nous parlions à voix basse, la porte verrouillée, les rideaux tirés. Je photographiais tout avec un vieux téléphone sans carte SIM que Michel avait caché depuis des mois. Nous avons classé chaque pièce de preuve. Fraude, maltraitance, négligence, falsification. Quand tout fut prêt, Camille a pris le dossier complet sur une clé USB. « Je vais l'envoyer depuis un téléphone public, près de la mairie », m'a-t-elle dit. « C'est plus sûr. » Je lui ai serré la main avec force. « Fais attention, ma fille. Et si quelqu'un te pose des questions, tu ne sais rien. » Le lendemain matin, elle est sortie pendant sa pause. 1 heure plus tard, elle est revenue, haletante mais soulagée. C'est fait. Le mail est parti avec tous les fichiers. Et j'ai reçu la confirmation automatique du service du parquet. Signalement reçu et transmis à l'ARS Occitanie pour instruction urgente. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré. Nous avions frappé à la bonne porte. Mais notre soulagement n'a pas duré. 2 jours plus tard, le docteur Valdir a convoqué une réunion de crise. Dans l'après-midi, Bruna et Diego se sont mis à fouiller les chambres sous prétexte qu'il manquait du matériel médical. Mon cœur s'est serré. Mon carnet était toujours caché sous le matelas. Quand j'ai entendu Bruna entrer dans ma chambre, j'ai su. Elle a tiré le drap, soulevé le matelas et l'a trouvé. « Tiens, tiens » murmura-t-elle avec un sourire mauvais. « On dirait que madame écrit des romans. » 5 minutes plus tard, Valdir faisait irruption dans la pièce. Il brandissait mon carnet comme une arme. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-il. « Des accusations? Des mensonges? Vous savez que je peux faire transférer les fauteurs de troubles ailleurs ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Ce ne sont pas des mensonges, ce sont des faits. »« Vous êtes folle !» a-t-il hurlé. « Personne ne vous croira. »« Ce n'est pas nécessaire qu'on me croie, » ai-je répondu calmement. « Les preuves parlent d'elles-mêmes. » C'est alors que Carmen est entrée, suivie de Michel. « Vous pouvez le jeter, votre carnet, » dit Carmen d'une voix ferme. Valdir s'est tourné vers elle, surpris. « Comment ça ?»« Parce qu'il y a 3 copies. » Michel a ajouté, impassible. « Une chez moi, une dehors et une entre de bonnes mains. » Le visage du médecin a pâli. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. »« Si, docteur. À un homme qui a oublié ce que veut dire « prendre soin », ai-je murmuré. Il a déchiré mon carnet en morceaux, furieux, les feuilles volant dans la pièce. « Vous croyez avoir gagné? Vous n'avez rien. » Camille est arrivée à ce moment-là, haletante. « Si, docteur. Le contrôle arrive demain. L'ARS a confirmé. » Le silence qui a suivi a été glacial. Valdir a reculé d'un pas, son arrogance s'effondrant. Carmen a posé sa main sur mon épaule. « Jeanne, c'est fini. »« Non, » ai-je répondu doucement. « Ce n'est que le début. Demain, les portes blanches des tilleuls allaient enfin s'ouvrir. Et tout ce qu'elles cachaient allait éclater au grand jour. Le lendemain matin, à l'aube, un silence étrange régnait sur les tilleuls. On aurait dit que les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Puis, au loin, un grondement de moteur. En regardant par la fenêtre de ma chambre, j'ai vu arriver 3 voitures de police,
2 véhicules de l'ARS Occitanie et un fourgon du parquet de Montpellier. Les uniformes bleus, les blouses blanches, les badges officiels, tout cela semblait irréel. Après 2 ans d'attente, la justice venait enfin frapper à la porte. Les agents sont entrés avec professionnalisme, sans un mot de trop. Contrôle sanitaire et social, a déclaré la chef d'équipe. Personne ne quitte l'établissement. Les couloirs se sont remplis d'agitation. Bruna paniquait, Diego s'était enfermé dans l'infirmerie et le docteur Valdir tentait désespérément de garder son masque de calme. Pendant que les inspecteurs photographiaient les stocks de médicaments et interrogèrent le personnel, des assistants sociaux prenaient soin des résidents. Certains pleuraient de soulagement, d'autres restaient muets, trop épuisés pour comprendre. Carmen me serra la main. « On l'a fait, Jeanne. On a tenu jusqu'au bout. Je lui ai répondu à voix basse. Oui, mais le plus dur commence. » Vers 10 heures, j'ai vu Valdir escorté dans une salle pour être interrogé. Il était blême, le front couvert de sueur. Son ton hautain avait disparu. « Je ne suis au courant de rien, » répétait-il. « Ce sont mes employés qui ont fait des erreurs. » Mais les agents sortaient déjà des classeurs pleins de factures truquées et de documents falsifiés. Le contrôle a duré toute la journée. À 17 heures, les journalistes commençaient à se masser devant le portail. Les caméras filmaient les ambulances qui transféraient les résidents vers d'autres établissements. Les Tilleuls, cette prison blanche, s'effondrait enfin. 2 ans. Voilà exactement 2 ans que j'avais franchi ces portes pour la première fois. 2 ans de silence, de peur, de stratégie discrète. Et ce même après-midi, mes 3 enfants ont reçu l'appel qui allait tout changer. Robert était en réunion, Marianne en cours de pilates, Lucas au restaurant avec sa femme. Tous ont reçu la même phrase glaciale. « Bonjour, ici le parquet de Montpellier. Il faut venir immédiatement à l'EHPAD Les Tilleuls. Il s'agit de votre mère, Madame Jeanne Lemoine. » Ils sont arrivés ensemble, le visage défait. Devant eux, des policiers, des gendarmes, des agents de l'ARS et des journalistes. Le portail était gardé. Les Tilleuls n'étaient plus une maison de repos, mais une scène de crime. Je les ai vus entrer, hébétés. Moi, j'étais assise dans la salle commune, une couverture sur les genoux. J'étais fatiguée, mais droite. Camille se tenait à mes côtés, Carmen et Michel non loin. Robert a couru vers moi. « Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Avant que je puisse répondre, une femme s'est approchée. Tailleur sobre, regard ferme et bienveillant, la procureure Béatrice Sampaio. « Bonjour, » dit-elle calmement, « vous êtes les enfants de Madame Jeanne Lemoine ?»« Oui, » répondit Marianne, la voix tremblante. « Alors vous devez savoir que votre mère a eu un courage extraordinaire. C'est grâce à elle que nous avons pu intervenir à temps. Elle a ouvert un dossier sur la table. Les preuves qu'elle a réunies pendant 2 ans sont accablantes. Détournement de fonds, falsification de dossiers médicaux, maltraitance institutionnelle et escroquerie envers les familles. Le docteur Valdir et plusieurs complices sont en garde à vue. L'EHPAD est placé en fermeture administrative immédiate. » Robert, livide, a balbutié. « Mais c'est impossible. »« Non, monsieur, » reprit la procureure. « C'est très réel. Les factures que vous payez pour votre mère étaient multipliées par 3. L'argent détourné s'élève à environ 3 700 000 €. Elle a marqué une pause avant de continuer. Grâce à la saisie des comptes, chaque résident identifié comme victime recevra une indemnisation d'environ 130 000 €. Je regardais mes enfants, figés, incapables de parler. Puis la procureure s'est tournée vers moi. « Madame Jeanne, au nom de la justice française, je vous remercie. Vous êtes une lanceuse d'alerte exemplaire. Votre carnet, vos notes, vos photos, tout cela va servir à protéger d'autres personnes âgées dans tout le pays. » Camille s'est avancée, les yeux humides. « Madame la procureure, Jeanne m'a confié une lettre. Elle voulait que ses enfants l'entendent aujourd'hui. » Elle a sorti une enveloppe soigneusement pliée, l'a ouverte et a commencé à lire à haute voix. Robert, Marianne, Lucas. Quand vous lirez ces mots, je ne serai peut-être plus la même femme que celle que vous avez laissée ici. Vous pensiez me protéger, mais en vérité, vous m'avez oublié. Pendant 2 ans, j'ai été témoin de souffrances que vous n'imaginez pas. Mais j'ai aussi trouvé une force que je croyais perdue. J'ai lutté,
Non seulement pour moi, mais pour ceux que la société préfère ne plus voir. J'espère que cette vérité vous réveillera. Pas pour me plaindre, mais pour que vous compreniez. On ne protège pas en enfermant, on protège en restant présent. La voix de Camille tremblait. Robert pleurait. Marianne s'était couverte le visage. Lucas, le plus jeune, sanglotait comme un enfant. Je me suis levée lentement, soutenue par Carmen. « Ne pleurez pas, ai-je dit doucement. Je ne suis pas une victime. J'ai simplement rappelé au monde qu'une vieille femme peut encore se battre pour la justice. » La procureure a hoché la tête. « Et grâce à vous, Madame Jeanne, d'autres n'auront plus à le faire seuls. » Ce soir-là, alors que la police scellait la porte de l'établissement, j'ai regardé une dernière fois la façade grise des tilleuls. Elle n'était plus un lieu de honte. Elle était devenue le symbole d'une vérité enfin révélée. Le lendemain du contrôle, la lumière de Montpellier paraissait différente, comme si le ciel lui-même s'était allégé. Je me sentais épuisée, mais libre. Pour la première fois depuis 2 ans, je pouvais respirer sans cette odeur d'antiseptique, sans les cris, sans la peur. Mes enfants sont venus me voir à l'hôpital où j'avais été transférée pour quelques examens. Ils avaient le visage tiré, marqué par la honte et les larmes. Robert, le premier, a pris ma main. « Maman, on ne savait pas, on croyait vraiment faire ce qu'il fallait. » Je l'ai regardé calmement. « Non, Robert, vous avez fait ce qui vous arrangeait. Il y a une différence. » Marianne pleurait en silence. « Pardonne-nous, maman. On s'est trompé. On aurait dû venir voir par nous-mêmes. » Lucas, lui, semblait brisé. « Je n'ai pas d'excuses. J'ai été lâche. Je les ai laissés parler, vider leur cœur. Pas de cris, pas de reproches, juste la vérité entre nous. Puis j'ai posé mes conditions. Je ne remettrai jamais les pieds dans l'ancienne maison. Elle ne me ressemble plus. Vous vouliez la vendre? Vendez-la. Mais cette fois, ce sera avec mon accord, devant un notaire, et sans mensonge. » Robert a acquiescé sans discuter. « Bien sûr, maman, comme tu voudras. » Ensuite, ai-je poursuivi, « Je veux une maison à Montpellier, simple, lumineuse, que je choisirai moi-même. Une maison à ma taille, pas une cage dorée. » Marianne m'a pris la main. « On la cherchera ensemble, promis. » Et surtout, ai-je ajouté en les fixant un à un, je ne veux plus de visites par politesse ou de messages vides. Je veux votre présence réelle, des repas, des conversations, des moments partagés. Si vous ne pouvez pas, je préférerais vivre seule avec une aide à domicile. Lucas a hoché la tête, ému. « Tu nous auras, maman, cette fois pour de vrai. » Puis j'ai regardé Camille, assise discrètement au fond de la pièce. « Et toi, ma fille, tu as fait plus que me soigner. Tu m'as sauvée. Je sais que tu veux devenir infirmière. C'est moi qui paierai tes études. Et si un jour j'ai besoin d'aide, c'est toi que je voudrais à mes côtés. » Elle a éclaté en sanglots, m'a serré dans ses bras. « Merci, Jeanne. Je ne vous oublierai jamais. » Les mois suivants ont filé comme un nouveau printemps. Nous avons vendu la vieille maison et, avec l'aide d'un notaire honnête, acheté une petite villa à Montpellier. 3 chambres, un jardin de lavande et une terrasse ensoleillée. J'ai choisi chaque meuble, chaque plante. Le dimanche, Robert venait déjeuner. Le samedi, Marianne apportait des fleurs. Lucas m'appelait chaque soir pour me raconter ses journées. La distance entre nous n'avait pas disparu, mais elle se remplissait doucement de présence et de sincérité. Camille, elle, poursuivait ses études avec brio. Elle venait m'aider parfois, surtout pour le plaisir de bavarder. « Vous savez, Jeanne, tout ce que j'ai appris avec vous m'a rendue plus forte, m'a appris ce que veut dire prendre soin. » Je lui souriais. « Et moi, tu m'as rappelé qu'il y a encore des jeunes qui savent aimer sans intérêt. » 1 an plus tard, mon vieux carnet, celui qui avait déclenché tout cela, a été exposé dans une exposition nationale sur les droits et la dignité des personnes âgées, à Paris. On l'appelait le carnet des tilleuls. En dessous, une phrase. « L'âge ne retire pas la force, il la transforme. » Le docteur Valdir a été condamné à 12 ans de prison ferme pour maltraitance, escroquerie et falsification. Ses complices ont écopé de peines assorties de travail d'intérêt général. Tous les résidents ont été relocalisés dans des établissements contrôlés, avec un suivi personnalisé. Carmen est partie vivre chez sa fille à Toulouse.
Michel a retrouvé un petit appartement en ville, non loin de son petit-fils qu'il croyait perdu. Quant à moi, je vis tranquillement, entre mes plantes, mes livres et les rires de mes enfants qui reviennent enfin. Certains soirs, je m'assois sur ma terrasse et regarde le soleil se coucher derrière les toits. Je repense à tout ce chemin. Vieillir, j'ai compris, ce n'est pas perdre, c'est choisir. Choisir à qui donner son temps, son énergie, sa confiance. Vieillir avec dignité, c'est refuser la peur, c'est continuer à être acteur de sa propre vie. On m'a souvent demandé comment j'avais trouvé la force. La vérité, c'est que j'ai simplement appris à réagir avec élégance, même face à l'injustice. Parce qu'il n'y a rien de plus fort qu'une femme qui reste debout sans crier, mais sans plier. Et si un jour vous doutez de votre valeur, souvenez-vous. Tant que vous pouvez aimer, penser, parler, vous êtes vivant. Et personne n'a le droit de décider à votre place comment vous devez vieillir. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.